people like the Ingabires, like the, somebody Ingabire, this small woman of a genocide, But they want the whole world to believe that she's an opponent, she's... actually, they would wish that one to be the president of the world. And she also believes it. Yes. So she believes it, and she's everywhere giving lectures and, But this is, it's not Rwandan. It's not a Rwandan who believes this story. But the outsiders, these journalists, these ones who go to, what do they call it? Forbidden stories. It is forbidden to be talking about Ingabire. I'm actually sort of going to be blamed for it. You will see it. Témoignage de Jean Kambanda, lors du procès du docteur Eugène Rwamukwio, Paris le 11 octobre 2024. Docteur Eugène Rwamukwio est jugé pour génocide, entre autres, par la Cour d'assises de Paris. Jean Kambanda a témoigné comme témoin de la défense, pendant la journée du 11 octobre 2024 par vidéoconférence, depuis sa prison de Dakar, au Sénégal. Docteur Emmanuel Mouisnoza, qui était présent à l'audience, nous livre un résumé du témoignage du Premier ministre du gouvernement intérimaire, d'avril au juillet 1994, au Rwanda. Jean Kambanda voulut enchaîner pour expliquer comment il est emprisonné arbitrairement, quand le président de la cour d'assises l'arrête, et lui explique les raisons de sa déposition, ainsi que les formalités à accomplir, avant de déposer son témoignage. Le président lui explique que même s'il peut parler de son cas, le témoignage concerne le docteur Eugène Rwamukwio et doit permettre au tribunal de comprendre le contexte et lui fournir des éléments lui permettant de parvenir au jugement juste. Le président demande à Jean Kambanda s'il y a des personnes parmi les parties civiles qui prennent partie au procès avec lesquelles il y aurait conflit d'intérêts. Kambanda répondit qu'il ne les connaissait pas et donc ne peut rien savoir à ce propos. Le tribunal se pencha ensuite sur le problème de prêter serment ou non par Jean Kambanda. Il conclut que, étant donné que Jean Kambanda a été condamné pour les chefs d'accusation, qui ont un lien avec ceux pour lesquels le docteur Eugène Rwamukwio est jugé, il ne doit pas prêter serment, mais qu'il est néanmoins invité à dire la vérité. Jean Kambanda entra donc dans la matière en disant d'emblée qu'il ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé à Arusha, car tout ça est à la base de ce qui se passe aujourd'hui, où seuls les Hutus sont poursuivis partout dans le monde. Kambanda explique l'escroquerie qui s'est passée à Arusha, en commençant par son cas. Il explique qu'il a été arrêté à Nairobi, avec d'autres personnes mais que alors que les autres ont été amenés dans la prison d'Arusha, lui a été détenu dans une maison avec 2 procureurs, pendant 3 mois sans que même sa famille ne sache où il se trouvait. Il explique que lorsque sa femme l'appelait, ses détenteurs s'arrangeaient pour qu'il fasse comprendre à sa femme qu'il était à Arusha, mais qu'il avait fini par trouver une astuce pour lui faire comprendre qu'il n'était pas à Arusha. Il explique qu'il a encore été muté dans un endroit secret toujours avec ses procureurs. Pendant quelques mois, je n'ai pas retenu le nombre exact. En gros, il explique qu'il a été forcé à reconnaître que son gouvernement a commis le génocide et qu'on l'a fait signer, et que c'est sous cette seule condition qu'il a pu rejoindre la prison d'Arusha. Plus tard, il répondra à quelqu'un de la société civile, qui lui demandait s'il se sentait responsable, et sinon pourquoi il avait reconnu sa responsabilité, que dans les conditions où il avait été mis, s'il voulait rester en vie, il n'avait pas d'autre choix que de faire cela. Il expliqua que quelqu'un d'autre a refusé de faire ce qu'on lui demandait de faire, et que son corps a été retrouvé dans le canal de Bruxelles, allusion bien sûr à feu ministre, Uwilingiyimana, Juvenal. Kambanda expliqua les conditions de sa nomination, et révéla que c'est l'ambassadeur de France, qui les a forcés à publier le gouvernement qu'ils avaient formé mais gardé en secret, car la France avait besoin d'un interlocuteur,
pour faire entrer ces militaires venus de Bangui dans le pays, pour évacuer les expatriés. Une fois la liste des ministres publiée, l'ambassadeur de France reçut le ministre des Affaires étrangères, Jérôme Bichamumpaka, pour organiser l'entrée des militaires français venus de Bangui pour évacuer les expatriés. Kambanda expliqua l'infiltration par le FPR, de toutes les organisations politiques, et expliqua comment les Interahamwe avaient été une conception du FPR. Il expliqua que la première réunion des Interahamwe s'est tenue sans que le MRND, ni même le président Habyarimana ne soit au courant. C'est lorsque le résultat final fut prêt qu'il a été présenté au président Habyarimana, qui a été séduit par l'idée et l'a accepté. Il expliqua que même la jeunesse du MDR, JDR, leur a été présentée sans qu'ils en soient les initiateurs, mais qu'ils ont été naïfs et ont cru à la bonne foi des gens qui leur présentaient cela, mais que maintenant ils ont fini par comprendre que c'était une conception du FPR pour opposer les jeunesses des deux partis et provoquer l'augmentation des tensions dans le pays. Kambanda a donné des exemples, que je n'ai pas tous retenus, mais il a parlé surtout d'un certain Godfrey Kiago, surnommé Ninja. Kiago, qui était un militaire du FPR avec un grade de lieutenant, avait infiltré les Interahamwe, et se comportait comme un grand chef qui faisait la pluie et le beau temps. C'est ce même Kiago qui, d'après Jean Kambanda, a assassiné le ministre PL, Landwa Ndasingwa, ainsi que sa femme et ses enfants. C'est aussi ce même Kiago qui a tendu un piège mortel à son ami, Katimba, un membre influent de la CDR, pour exacerber les tensions dans Kigali. Il a aussi donné l'exemple de l'assassin, de la reine-mère, Rosalie Gitchanda, tante du président Kagame. Son nom m'a échappé, mais Kambanda a dit que cette personne s'est révélée être un militaire du FPR qui l'a rejoint après sa victoire. Kambanda a expliqué que, lui et ses amis du MDR, avaient compris les calculs machiavéliques du FPR, après l'assassinat de leur leader Emmanuel Gapizi, et qu'ils avaient choisi de faire partie de l'aile, qui sera qualifiée plus tard de « power », mais que l'appétit des places des uns et des autres, avait empêché au parti de garder son unité face aux manipulations et mensonges du FPR. Il a expliqué que le docteur Disman Sanji Yaremi avait conclu un accord secret avec le colonel Alexis Kanyarengwe, en Tanzanie pour être inscrit comme Premier ministre dans les accords d'Arusha, place que finira par lui chipper M. Faustin Twagiramungu, toujours par les mêmes magouilles. Il a expliqué que lui, en revanche, avait été désigné par son parti lors du congrès de Kabusunzu, et que c'est dans la même logique qu'il est devenu le Premier ministre après l'assassinat du président Habyarimana. Kambanda a aussi expliqué que Habyarimana, avant de partir dans sa réunion fatale de Dar es Salaam, avait donné les instructions pour arrêter Kajuga Robert, président des Interahamwe, avant son retour, car, dit-il, il craignait qu'il, Kajuga, fasse un coup d'État. Kambanda s'est étonné de comment un civil pouvait-il fomenter un coup d'État, mais il a dit que certainement certains militaires étaient dans le coup. Il a expliqué, aussi comment le général Dallaire voulait opérer un coup d'État en voulant conduire le Premier ministre Agathe Uwilingiyimana à la radio pour faire une déclaration qui, selon Jean Kambanda, était une déclaration de coup d'État. Il a expliqué que les responsables politiques présents à la réunion lui ont fait comprendre qu'en cas de vacance du pouvoir du président de la République, ce n'est pas le Premier ministre qui le remplace mais le président du Parlement, d'où le choix qui s'est porté sur le docteur Théodore Sindikubwabo. Kambanda a aussi expliqué que les militaires américains, GIs, attendaient à Bujumbura pour accompagner ce coup d'État et que le général Roméo Dallaire avait demandé au FPR de se préparer pour emmener des militaires à Kigali pour aider à faire rentrer les phares dans les casernes. Donc dans un pays souverain, c'est la rébellion du FPR aidée par la MINUAR qui devait cantonner les militaires gouvernementaux dans les casernes. On a demandé à Jean Kambanda s'il avait le vrai pouvoir, ou s'il avait été une marionnette. Il a répondu qu'il avait le vrai pouvoir, et que ceux qui disent que c'est le colonel Bagosora qui l'a nommé se font des fantasmes. Il a même rapporté un incident, qu'il a opposé au colonel Bagosora qui voulait faire certaines exigences quant à la composition du gouvernement, et à la promotion des grades de certains militaires, notamment ceux des généraux. Il a dit avoir résisté au colonel Bagosora, en lui disant que s'il voulait faire un coup d'État, il n'avait qu'à le faire en bonne et due forme, et Bagosora s'est rétracté. Il a dit que néanmoins son pouvoir s'est heurté aux gens malhonnêtes, avares, Ibisambo, traîtres, Ibietso, ainsi qu'à l'intransigeance du FPR, qui avait repris la guerre et qui était prêt à tout pour prendre le pouvoir. S'agissant du génocide. Kambanda reconnaît le génocide des Tutsis, mais refuse de reconnaître sa planification par le régime Hutu. Pour lui, c'est le FPR qui a planifié le génocide des Hutus, mais pour que celui-ci soit possible, il fallait d'abord passer par le génocide des Tutsis. Kambanda a expliqué que le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, d'Arusha, a tout fait pour empêcher que les enquêtes visant le FPR et qui devaient aboutir à désigner le FPR comme véritable planificateur du génocide,
n'aboutissent. Il a notamment cité l'enquêteur australien Michael Hourigan. Michael Hourigan a fait son enquête et avait découvert que c'est le FPR qui a descendu l'avion du président Habyarimana, et avait documenté différents sites de massacres attribués au FPR. Lorsqu'il téléphona à la procureure du TPIR de l'époque, Louise Arbour, cette dernière l'intima d'arrêter son enquête et de rentrer à La Haye. Lorsqu'il arriva à La Haye au siège du TPIR et tribunal pénal pour la Yougoslavie, TPIY, on lui retira tous les disques clés contenant son enquête, mais celui-ci parvint à cacher un fichier qu'il publiera 10 ans plus tard. Lorsque Carla Del Ponte, nouvelle procureure, voulut ouvrir le dossier des crimes du FPR, on lui retira le TPIR pour ne lui laisser que le TPIY. S'agissant de Boutaré, Jean Kambanda a expliqué, en répondant aux questions, que ce n'est pas le gouvernement qui choisissait les préfets, mais que les postes de préfet étaient répartis entre les partis politiques. Il a expliqué que le poste de préfet de Boutaré revenait au PL et celui de préfet de Kibungo au PSD. Il a expliqué que ce sont le PL et le PSD qui se sont entendus pour interchanger leurs préfets, celui de Boutaré allant au PSD et celui de Kibungo au PL. Ce n'est donc pas son gouvernement qui a limogé le préfet de Boutaré, le docteur Jean-Baptiste Habyarimana, mais l'entente entre les partis PL et PSD. La Cour lui a demandé s'il savait ce qu'était devenu le préfet d'Émi Jean-Baptiste Habyarimana, et il a répondu que lorsqu'il a appris qu'il était emprisonné à Gitarama, il a ordonné à la ministre de la Justice, Madame Agnès Ntamabialiro, de veiller à sa libération, ou de le traduire devant un tribunal, s'il y avait des charges contre lui. Le docteur Habyarimana a donc été libéré, mais a été tué en essayant de rentrer chez lui à Boutaré. Quant aux auteurs de ce meurtre, Kambanda a dit ne pas avoir eu le temps de diligenter une enquête, et que donc, il ne les connaît pas. S'agissant de la réunion de Boutaré du 13 mai 1994. Réunion à laquelle participait le docteur Rwamukio, objet du témoignage, Kambanda a expliqué qu'il avait été invité par les intellectuels de Boutaré pour faire un état de la situation. Il a dit ne pas se souvenir que le docteur Rwamukio avait pris la parole lors de cette réunion, car il ne le connaissait pas particulièrement. S'il connaît le docteur Rwamukio, c'est en tant que directeur du Centre universitaire de santé publique, CUSP, de Boutaré, poste auquel il remplaçait le précédent directeur que Kambanda connaissait mieux. Il connaît le docteur Rwamukio comme quelqu'un qui a effectué son travail en procédant à l'organisation de l'inhumation des cadavres qui jonchaient les rues de la ville. Il a d'ailleurs dit que c'est le président du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, qui avait prié Jean Kambanda de faire un communiqué à la radio, pour faire revenir au travail les conducteurs d'engins des travaux publics afin qu'ils aident à l'ensevelissement des cadavres, pour éviter qu'une catastrophe sanitaire ne s'ajoute à la catastrophe humanitaire et sécuritaire. C'est donc le CICR qui a pris en main cette mission, que ce soit à Kigali d'abord, et ailleurs ensuite. Le procureur a voulu mettre en défaut Jean Kambanda, qui affirmait ne pas avoir rencontré le docteur Rwamukio avant la réunion du 13 mai 1994, en lui rappelant une page de son agenda où apparaissent entre autres docteurs, le nom de Rwamukio. Kambanda a expliqué qu'il notait dans son agenda selon aussi les informations lui transmises par ses ministres ou les autres collaborateurs et que ce n'est pas parce qu'il a noté les noms des gens le 11 mai qu'il a croisé ces gens à cette date-là. S'agissant du célèbre discours du docteur Théodore Sindikubwabo, que beaucoup considèrent comme celui qui a mis le feu aux poudres à Boutaré. Kambanda a d'abord rigolé, disant que c'est lui qui avait parlé longuement lors de ce déplacement et que, le discours du président n'avait duré que quelques minutes. Il a ensuite rappelé que ce discours n'avait pas été diffusé à la radio, et que donc, seules les personnes présentes sur le lieu l'ont entendu. Il a expliqué que son enregistrement a été volé en vue d'être utilisé pour les besoins de la cause. Il a expliqué enfin, qu'une partie de ce discours a été sortie de son contexte pour lui faire dire ce qu'il ne disait pas. Il a dit que le président a dit « Je vois, les champs de sorgho, de maïs, qui ne sont pas entretenus. Allez travailler, car si vous ne travaillez pas, même si le FPR ne vous tue pas, vous mourrez de faim. » Mais, ceux qui voulaient faire dire au discours autre chose, ont juste sorti le terme « travailler » Gukora, pour dire qu'ils voulaient dire « tuer », ce qui est une manipulation propre au FPR. Quant à la question de savoir s'il y avait eu des assassinats à Boutaré avant ce discours, Kambanda a dit qu'il y en avait eu, car il avait les membres de sa famille à Boutaré à qui il avait téléphoné avant cette date, pour prendre des nouvelles et qui lui avaient confirmé qu'il y avait des morts. Il a ajouté que, s'il y a une personne qui devait rendre des comptes de ce qui s'est passé à Boutaré, c'est d'abord le général Marcel Gatsinzi, qui était le militaire le plus haut gradé sur place, sans manquer de rappeler que ce dernier a fini par rejoindre le FPR, pour occuper les postes de chef d'état-major et de ministre ensuite. Les questions lui ont été posées sur Kiayinda et Nyakizu. Il a expliqué que, le bourgmestre de Nyakizu, Ladislas Ntanswa,
que la Cour n'a pas manqué de lui rappeler qu'il était de la même tendance que lui dans le parti MDR, avait été blessé par un infiltré du FPR, et que de là, est partie toute la séquence qui a abouti au massacre des gens innocents qui avaient trouvé refuge à Kiayanda. À noter que l'un des avocats des partis civils n'avait apparemment pas bien révisé ses notes, car, il parlait de l'église de Nyumba à Nyakizu. Kiayanda étant chez moi, je voulais lui dire qu'il confondait tout, mais je ne pouvais pas. Le détail n'a pas échappé à Jean Kambanda qui lui a rappelé à juste titre que Nyumba, c'est dans la commune de Guise-Chanvou, d'où est originaire Jean Kambanda, alors que la paroisse qui est dans la commune de Nyakizu, c'est Kiayanda. De là, le débat a chauffé, la Cour voulant prendre l'exemple de Kiayanda pour illustrer la responsabilité de Kambanda dans le génocide. On a presque oublié qu'on est dans le procès d'Eugène Rwamukwio. Jean Kambanda en a profité pour expliquer la stratégie mortifère du FPR. D'après Kambanda, les jeunes gens Tutsis allaient apprendre le maniement des armes à Mulindi et ailleurs dans la zone contrôlée par le FPR, et revenaient se fondre dans la population avec leurs armes. Ce sont ces infiltrés qui dirigeaient les autres Tutsis dans leur fuite, et ce sont eux qui ont tiré sur le bourgmestre de Nyakizu entre autres. Kambanda a expliqué que le FPR avait donné consigne à tous les Tutsis, bien avant le 6 avril, en leur disant que lorsqu'il va entamer la bataille finale, ils devront se regrouper dans les églises, les écoles, les bureaux communaux, où il viendra les protéger. Ces endroits furent donc un piège pour ces Tutsis, piège leur tendu par le FPR d'après Jean Kambanda. Le président de la Cour, dans une posture émotionnelle, demanda à Kambanda si les enfants, les femmes, les vieillards, les handicapés tués, étaient des infiltrés. Kambanda répondit que non bien sûr. Il ajouta qu'il avait demandé à la population, il dit que les enregistrements peuvent être trouvés à la radio Rwanda, de ne pas confondre les paisibles voisins Tutsis et ceux qui nous attaquaient, le FPR. Des questions lui furent posées, sur la défense civile, et la distribution des armes. Il a admis avoir distribué des armes à la population, pour se défendre contre le FPR, car l'armée ne pouvait pas être partout, et non pour tuer les Tutsis. Il a également souligné, que la défense civile n'a pas commencé avec son gouvernement, mais avec la guerre d'octobre 1994 dans le nord du pays où les exactions du FPR, envers les populations civiles, avaient forcé le gouvernement à armer la population pour sa propre sécurité. Il a expliqué avoir donné des ordres, pour que les barrières ne servent pas à tuer les civils innocents, mais à arrêter les infiltrés du FPR, mais que le fait que, ces barrières étaient tenues pour l'essentiel par les infiltrés du FPR incorporés dans les Interahamwe, ces barrières ont servi à tuer les civils Tutsis et Hutus, mais que la pression de la guerre n'a pas permis de mettre en place des contrôles efficaces et des traductions en justice. Parmi d'autres questions, Maître Karongozi, représentant certaines parties civiles, lui a demandé s'il avait rendu visite au préfet de Guy-Kongoro, Laurent Bouki-Baruta, et quand. Kambanda a dit que c'était son ami, et qu'il le voyait régulièrement quand il passait par là. Et Maître Karongozi d'enchaîner en lui disant que Kambanda a vu Bouki-Baruta, aux dates pendant lesquelles il y a eu des milliers de morts à Kibeo, à Kianika, et dans d'autres paroisses que je n'ai pas retenues, et lui demanda s'il était allé pour le féliciter. Kambanda lui répondit qu'en ce moment, il n'y avait rien à féliciter, car la situation n'était pas aux félicitations mais apparaît à l'urgence et qu'en outre, il ne pouvait pas avec les moyens de communication de l'époque, savoir instantanément ce qui était en train de se passer dans tous ces endroits. Maître Karongozi lui a demandé aussi s'il y avait eu un simulacre d'attaque la nuit du 4 au 5 octobre 1990 à Kigali, pour arrêter les Tutsis. Kambanda a répondu qu'il n'y a pas eu de cinéma mais une vraie bataille entre les phares et les complices du FPR, parmi les phares, car le plan du FPR était de prendre Kigali dans 5 jours avec des complices qui attendaient l'arrivée des colonnes venues de Kagitumba pour faire la jonction. C'est grâce à la vigilance du colonel Bagosora et de son unité des paracommandos que le plan a été déjoué, mais Habyarimana a empêché que l'information soit portée à la connaissance du public. Maître Karongozi lui demanda aussi s'il se sentait responsable de quelque chose ou pas. Il a répondu que la seule responsabilité qu'il reconnaissait est celle de ne pas avoir su, ou pu, empêcher, ou arrêter le génocide. Il a réaffirmé que c'est le FPR qui a tout planifié. Le président de la Cour a redemandé à Jean Kambanda de bien expliquer si c'est le FPR qui est responsable du génocide des Tutsis et pourquoi. D'un ton solennel, Kambanda affirma que le FPR voulait exterminer les Hutus, mais que pour ce faire, il fallait sacrifier les Tutsis de l'intérieur. Il expliqua que le FPR avait tout fait pour monter les Hutus contre les Tutsis, en posant des bombes, en tuant les leaders Hutus, Gapiesi, Gatabazi, Bukiana, mais que les Hutus avaient refusé de se retourner contre les Tutsis. Le FPR tuait de façon atroce les Hutus des zones conquises, et poussait les autres vers les zones habitées par les Tutsis dans l'espoir qu'ils s'attaquent à eux, mais ça ne marchait pas, ou ça restait localisé.
Il a donc finalement choisi d'assassiner le président Habyarimana pour que cette fois-ci les Hutus s'en prennent aux Tutsis, et cette fois-ci, ça a marché. Nota bene. J'ai quitté la salle vers 18h après près de 3 heures de son intervention, alors que Kambanda était encore contre-interrogé par les parties civiles et la cour. Il y a certainement des choses que j'ai manquées. Je n'ai pas pris de notes, j'ai restitué ce que j'ai retenu, il se peut qu'il y ait quelques erreurs mais s'il y en a elles sont minimes. Récit du docteur Emmanuel Mwizneza, le 11 octobre 2024.